Bonsoir. Il y a 2 semaines, nous nous étions concentrés sur la situation globale de l'industrie des enfants kidnappés au Nigeria. Nous avions vu, par l'introduction des récents événements manifestatifs, les derniers kidnappings importants qui avaient eu lieu sur le territoire, ainsi que les coupables et leurs stratégies. Cette semaine, Redact vous propose de vous pencher sur 2 questions que vous vous êtes sûrement posées. Tout simplement, que fait l'État premièrement et quels sont les autres impacts de ces kidnappings au-delà des victimes elles-mêmes. L'État nigérian est, comme de nombreux pays voisins, impuissant face à cette menace. Menace qui s'est complètement installée dans le pays. Tout d'abord, selon une grande partie de la population, le pays souffre d'une très importante faiblesse infrastructurelle, caractéristique de la zone sahélienne. Ensuite, parce que l'actuel président, M. Bouhari, ne possède un pouvoir actionnel que dans le centre de la capitale. Comme dans de nombreux pays africains, l'État central est très faible dans la périphérie des villes. Ainsi, l'État laisse le champ libre aux bandits armés qui circulent librement au travers de presque tout le pays. Et tout cela sous le regard quelquefois d'une armée impuissante car relativement restreinte, inefficace et parfois même corrompue. Mais ce n'est pas tout. Il y a 2 points qui marquent l'impuissance de l'État à toutes ses échelles. Le premier est qu'il existe et subsiste un important manque de coordination entre le président et les gouverneurs. Ce manque de coordination dans l'action sécuritaire est à un certain point que Muhammadu Buhari a même insinué que les gouverneurs des États alimentaient la crise. En témoigne son tweet du 26 février 2021, je cite, « Les gouvernements des États doivent revoir leur politique qui consiste à récompenser les bandits avec de l'argent et des véhicules. Une telle politique risque de se retourner contre eux avec des conséquences désastreuses. » Vous l'avez entendu, dans ce tweet, le président Bouhari parle de récompense. D'un point de vue sémantique, c'est-à-dire du sens si nous nous y intéressons, le terme est juste et marque notre deuxième point. En effet, il arrive que les gouverneurs, afin de dissuader les bandits armés de continuer, les récompensent par le biais de biens matériels de très haute valeur. Par exemple, Owalu Dodawa, le cerveau du kidnapping en décembre de 344 élèves dans l'état de Katsina, a été gracié dans l'état de Zamfara après s'être, je cite, repenti et avoir remis ses armes au gouvernement. Dans cet élan, le gouverneur Matawal a promis à Owalu Dodawa et à son équipe un logement dans la ville, ainsi qu'une aide pour améliorer leurs moyens de subsistance. Nous pouvons donc comprendre que ce genre d'action gouvernementale, qui de plus est détaché de l'État, favorise l'augmentation, la croissance et le recrutement des groupes armés, déjà poussés par l'extrême pauvreté qui sévit, je vous le rappelle, sur 80% de la population. Intéressons-nous dès à présent aux impacts des enlèvements, ou plutôt, plus précisément, à l'impact de ces derniers et de leur favorisation par les actions des gouverneurs. Nous pouvons dresser clairement 2 objets impactés. Premièrement, l'éducation, et cela au travers de quelques chiffres. D'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, en 2018, 34% des enfants d'âge primaire n'étaient pas scolarisés et en 2010, c'était environ 40% des filles qui ne l'étaient pas. Chiffres qui, je vous le rappelle, sont antérieurs à l'actuelle crise sanitaire. Et d'après les informations d'Amnesty International du 14 avril 2021, suite à la menace de nouvelles attaques, écoutez bien, plus de 600 écoles ont été fermées rien que dans le nord du Nigeria. Vous le comprenez bien, l'impact sur l'éducation, le seul moyen de sortir de la pauvreté et qui éviterait notamment grandement que 25 à 50% des femmes nigérianes aient subi des mutilations sexuelles, est donc considérable et risque d'aggraver les inégalités éducationnelles entre les sexes. Et notamment le taux d'alphabétisation des femmes adultes qui était en 2018 de 52%. Enfin, le deuxième objet impacté, qui n'est pas des moindres, est celui des finances, d'un pays déjà au bord du gouffre financier. Comme nous l'avons vu, les enlèvements coûtent beaucoup d'argent, et notamment au travers du paiement des rançons et de l'attitude des gouverneurs. Ainsi, rien qu'en termes de rançons, d'après la firme nigérienne SBM Intelligence, au moins 18,34 millions de dollars américains auraient été payés entre 2016 et mars 2020. 18,34 millions de dollars dans un pays où 80% de la population vit avec moins de l'équivalent de 1,25$ par jour. C'est tout à fait considérable. Voilà donc ce qu'il se passe au Nigeria, le chaos qui règne juste au travers des enlèvements est sans nom et doit nous inciter à partager ces faits.
Juste avant que vous partiez, sachez que le jour de la publication de notre première partie sur le sujet, le 30 mai 2021, des élèves ont été abattus et kidnappés au hasard par, selon la police d'État, un groupe de bandits armés. Au total, c'est plus de 150 élèves qui sont portés disparus ou restent portés disparus. Ne restons donc pas insensibles face à cela, partageons ces faits. C'était Redact, à la semaine prochaine.